après l'exposé de Jean Cornelou, est-ce qu'il y a un lien entre les chiffres exposés tout à l'heure, les chiffres que nous connaissons et tout ce qui a été exposé par Jean il y a quelques instants? Oui, c'était extrêmement intéressant et le travail n'avait pas été fait. Et Jean n'a jamais voulu nous envoyer le PowerPoint avant sa présentation. Ayant eu peur qu'on le censure, il a raison, on l'aurait censuré. Si quelqu'un doit ressortir avec du goudron et des plumes, c'est lui. Hein, voilà. Non, non, mais c'était extrêmement intéressant. Et effectivement, l'objet du point que je vous propose, c'est de vous rapporter une enquête qui a été lancée à la prise de mandat pour justement éclairer. L'objectif d'une enquête, c'est de limiter les incertitudes. Et ça n'avait pas été fait depuis. Enfin, il y a des enquêtes qui sont régulièrement faites, mais la dernière de cette ampleur-là, portée par la fédération, elle date de 2003. Voilà, la dernière enquête partielle datait de 2017. Et à l'époque, on était sur des recommandations. Donc, il y a 8 ans, hein, le monde a changé. Depuis, on a connu une crise Covid, on a des tensions géopolitiques. Frédéric en a parlé, mais un environnement démographique en mutation. Voilà, et on était sur des recommandations en 2017 qui étaient sur valoriser les expériences nature. Donc, l'enjeu nature, on verra dans l'enquête, il revient encore beaucoup. Cibler et toucher le bon public. Voilà, on peut s'interroger sur ce qu'on a réellement mis en place pour développer de nouveaux publics, parce que la juvénisation de nos activités, c'est encore une réalité de notre quotidien. Et puis, rendre l'équitation accessible avec un enjeu sur le coût qui était déjà présent, mais qu'on connaît, qu'on identifie, qui est lié aussi à la nature même de nos activités. Sur les résultats de l'enquête, bon, on a plein de bonnes nouvelles. Je tiens à vous rassurer, on a plein de bonnes nouvelles. 66% des Français jugent important la pratique de loisirs, et ce chiffre il monte à 77% chez les moins de 35 ans. 39% des Français estiment que les loisirs sont indispensables, et 46% chez les moins de 35 ans, et 34% pratiquent déjà des activités de plein air, pas forcément les nôtres, mais sont déjà dans ce volet-là. Voilà, on peut faire le pari que l'adulte d'aujourd'hui, il manque pas d'envie, pas de budget, mais peut-être qu'il manque d'une porte d'entrée adaptée pour l'accueillir encore plus qu'on le fait aujourd'hui dans nos clubs. Et on sent bien, voilà, il n'y a pas de chiffres identifiés, mais c'est la multiplicité des indicateurs qui fait tendre vers une recherche, en particulier chez les futurs pratiquants, ceux qui n'ont pas pratiqué depuis longtemps, qui reviennent à l'équitation, vraiment d'une recherche expérientielle, et ça se retrouve un peu dans les propos de Jean également. Après, charge à nous de trouver quelle expérience on souhaite leur proposer. Parce qu'on leur propose parfois des expériences, hein. Ils ne reviennent pas toujours. L'équitation, on sent bien aussi que c'est une réponse naturelle aux attentes. Alors, je suis perturbé par le discours de Jean, parce qu'on a traité d'approche moderne, postmoderne. En tout cas, aux attentes, on va dire, si ce n'est pas moderne, celle d'aujourd'hui. Pour quel bénéfice? Il y a vraiment une dichotomie entre nos pratiquants actuels qui sont vraiment à la fois dans une recherche de bien-être qui s'accroît, mais toujours dans une perspective de performance. Est-ce que c'est nous qui leur avons inculqué ça? Est-ce qu'ils l'ont acquis de l'inné ou de l'acquis? On ne sait jamais vraiment définir ce qu'il en est. Ça détermine quelques angles stratégiques, hein. On le disait, l'adulte débutant, il n'achète pas un cours, il achète un moment. Et voilà, il faut qu'on prenne en compte ce sujet-là et leur proposer des moments, une respiration, une nouveauté, voilà. Et cette offre adulte, charge à nous de la rendre vraiment émotionnelle. Voilà. Par contre, pour ça, on a un super outil, c'est le cheval, qui bénéficie d'un capital affectif très fort dans la population. 73% des Français aiment les chevaux ou les adorent et leur attribuent de la majesté. La majesté, c'est fort. Enfin, les mots sont importants, la majesté, c'est fort. Ils rattachent l'équitation à la sensibilité émotionnelle, à un sport intelligent. L'équitation dispose d'une image très positive, 64%, et les centres équestres sont appréciés à 68%. Voilà. On peut parfois se poser la question dans le discours ambiant, mais on est toujours parasité, je dirais, par nos pairs quand on parle de nous, entre nous.
Après, il faut le gérer. 66% des gens trouvent le cheval intimidant, 28% le considèrent comme dangereux. Voilà. C'est un aspect hyper important, je pense, dans le volet émotionnel, dans l'approche des nouveaux. C'est-à-dire que nous, côtoyer un cheval, ça nous paraît tellement quotidien que parfois, peut-être, on ne prend pas assez en considération cette forme d'inquiétude qu'il faut les accompagner à briser. Voilà. Les piscines ont développé beaucoup de cours d'aquaphobie. Est-ce que ça peut être une idée pour nous? Les freins à lever. Oui, alors dans les chiffres, on fait apparaître aussi un certain nombre de contradictions. Les Français nous perçoivent encore comme élitistes. Est-ce que c'est lié à la culture qu'on renvoie? Voilà. Peu accessible financièrement, ça reste à 24% un sujet. 38% des Français, et ça c'est quand même une vraie question à se poser, se sentent mal à l'aise en club. Alors, pour ceux qui ont fréquenté un club dans le panel interrogé, 38% ont répondu qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Pas forcément des pratiquants, enfin sans doute même la majorité, pas des pratiquants. Et voilà, et on identifie bien des freins sur la perception élitiste, le coût. Cette question du malaise en club, elle doit être traitée, ou en tout cas, elle doit nous questionner dans notre fonctionnement. Le besoin de flexibilité aussi est quelque chose qui revient fort, y compris d'un point de vue de l'étude statistique. Et un autre point dans les souhaits pratiques, le souhait de pratiquer entre adultes. Alors, on était sur des volumes faibles et c'était parfois compliqué, mais maintenant, je pense que c'est vraiment un incontournable de la stratégie d'organisation de j'ai envie de dire de nos séances, mais il ne faudrait plus dire de nos séances, de nos expériences. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des non-pratiquants? Ils sont motivés justement par cette expérience. Ils sont 2,5 millions, hein, c'est un vrai marché. Parmi eux, 38% citent la nature comme premier moteur. Voilà. À garder dans la construction de notre culture et de notre imaginaire. 45% la praticité, que ce soit facile de monter à cheval, enfin facile, accessible. 72% sont intéressés par les extérieurs, hein, la promenade, la randonnée, sur des formats courts. Aujourd'hui, 62% n'ont pas d'enfants. Voilà, ce qui effectivement leur libère du temps et génère un marché. Voilà. Les pratiquants réguliers ont un univers différent. Et ça doit vraiment être pris en compte dans la manière dont on s'adresse aux gens. On ne peut pas avoir un message unique pour, des futurs et des actuels parce qu'ils ne s'attendent pas à la même chose. Et ce serait vraiment une erreur importante de proposer à ces nouveaux une entrée dans l'équitation qui soit une version comparables. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment on les accueille et à les accueillir différemment sur la base de leur singularité. Dans tout ça, le centre équestre a un rôle crucial. Hein. Il bénéficie d'une image positive à 78% parmi les non-pratiquants. Attention, 68% parmi les pratiquants. Ça, c'est une incongruité qu'il va falloir qu'on creuse parce que c'est quand même bizarre de baisser en satisfaction quand on est plus fréquenté. 50% des intentionnistes se rendent directement au club pour se renseigner. Le premier média, on peut parler de communication, on peut parler de campagne externe, etc. Mais le premier média du club, c'est le club lui-même, au moins à 50%. Donc voilà, notre stratégie de l'accueil, de la réponse téléphonique, etc., c'est des enjeux qui sont forts. D'autant qu'on se situe quand même aujourd'hui dans un champ concurrentiel qui s'est largement densifié, y compris au travers d'entrepreneurs privés qui ont su vraiment aller développer cette approche client et prendre en compte cette approche client pour se rendre accessible, facile. Voilà, Jean parlait des salles d'escalade, il en est de même pour les salles de sport, etc. Et même l'offre de loisirs ponctuelle aujourd'hui, elle est hyper ergonomique pour celui qui cherche à l'activer et il faut qu'on le prenne en compte. Je conclus avant qu'Axel n'active sa cloche. L'enquête, la conclusion, l'enquête montre au global, hein, et des détails vous seront apportés au fur et à mesure, il y a même des versions régionales qui ont été faites. Elle montre que jamais les valeurs qu'on porte, ou en tout cas qu'on pense ou qu'on estime porter, peut-être pas aussi bien qu'on devrait, sont en phase avec les attentes de la société. Le cheval bénéficie d'un capital sympathie. Le potentiel de conquête sur les adultes, il est énorme. C'est aujourd'hui le plus grand réservoir de croissance de nos activités. Et Frédéric le disait, ça va aller en augmentant avec l'évolution démographique attendue.
mais il faut qu'on ait une offre, il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble à une offre lisible, modernisée et adaptée à ces nouvelles demandes. Et après, sur cette enquête qui est quand même, à mon avis, un acte fort de début de mandat, je voulais dire que une enquête, ça sert à réduire l'incertitude, mais celle-ci, si on veut vraiment passer un cap et embrayer sur la suite, il faudrait qu'elle nous permette aussi de développer tous ensemble une stratégie offensive sur les publics adultes, si j'ai bien compris. Merci. Merci Mathias. Dans tout ce que tu as dit, j'ai entendu une fois le souhait de cette clientèle adulte, c'est de te retrouver entre adultes. Et moi, j'avais une question pour toi. C'est parmi toutes les activités ou toutes les pistes de développement qu'a proposé Jean tout à l'heure ou qu'a évoqué Jean, laquelle a retenu toi ton attention et en tant que cavalier adulte, tu te dis ça, j'aimerais bien le faire. Ça m'a intéressé parce qu'il y avait plein de choses qui étaient assez bousculantes parfois. Et parce que là, on est souvent sur des constats. Mais là, dans ce qui a été proposé, laquelle a attiré ton attention ? Moi, je retiens une image parce que je suis de plus en plus persuadé qu'on a longtemps vendu de l'équitation et qu'il va falloir qu'on vende du cheval désormais. Et c'est l'image de l'hébergement un peu l'hébergement entre l'écurie active et le site de coworking. Ça, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc qu'il faudrait qu'on aille creuser. Alors, je vais poser la même question à Julien Mollès, qui donc est directeur des activités à l'UCPA et de l'expérience client. Et puis, il y a un truc qui nous intéresse chez vous, principalement, c'est que vous n'êtes jamais monté à cheval. Donc là, on va pouvoir parler. Alors peut-être... C'est bon. Donc on va pouvoir parler expérience adulte et nous essayer de faire des transpositions sur le milieu du cheval. Et non cavalier du coup. Donc, Okay. Laquelle de ces activités vous auriez envie de faire en tant que non cavalier, parmi les activités qu'a proposé Jean tout à l'heure? Merci pour cette présentation qui me valorise énormément auprès de l'auditoire. Non, j'ai fait un peu de voltige, voilà, pour dire que j'ai quand même eu cette chance et je tiens à dire aussi que ça fait un petit moment que même si je ne suis pas cavalier, je suis l'environnement du monde équestre par la formation, par plein d'autres missions, et que c'est passionnant. Donc, et c'était hyper percutant, et merci, parce que c'était vraiment très intéressant cette présentation. Moi, je retiendrai une chose, tu l'as dit juste avant, on parle peut-être plutôt de se plonger, en tout cas à l'UCPA, on essaye de changer les codes, les mots, les termes ont vraiment de l'importance, et la notion d'expérience client revient fortement, et pour qu'on aille quand même un peu vers la technicité, et puis moi je m'adresse dans mon rôle à des gens qui parlent de sport, on parle d'expérience sportive. Donc on a été vraiment encore un peu plus loin pour que aussi les moniteurs nous accompagnent dans cette réflexion. Quand on parle d'expérience client, le moniteur il a un peu peur. Quand on parle d'expérience sportive, ça commence à se rapprocher de ce qu'il vit au quotidien, et donc ça lui parle un peu plus. Là on voit en fait ce sur quoi on s'engage auprès de nos clients, mais aussi de nos collaborateurs. C'est le point d'appui, le point de départ. On a 4 grands piliers qui nous définissent dans nos équipes. Et puis derrière, ce qu'on va faire transpirer auprès du client. Donc dans un premier temps, c'est de challenger nos équipes pour parler de ce que... Et moi, je vais faire un focus, puisqu'on vient de parler évidemment du secteur équestre. Et dans le lien avec la nature, c'est d'abord qu'est-ce qu'on veut développer dans nos équipes et qui va animer les temps d'animation de la pratique équestre. Et donc, on a fait un focus là-dessus, avec un enjeu très très fort pour se dire comment, on a parlé tout à l'heure de la crainte vers la pratique, tu l'as très bien exposé, comment on va faire en sorte que ces moments de méfiance de la part du pratiquant adulte deviennent des temps de confiance. Bon, je me permets ce double enjeu, comment on transforme cette méfiance en confiance, et du coup, comment on prend en compte son environnement, donc évidemment le lieu, on a la chance d'être dans des lieux outdoor, et aussi l'animal, évidemment, qui va devenir central dans ce double enjeu, triple enjeu avec les moniteurs et animateurs. Et la deuxième chose sur l'expérience client, puisqu'on parle d'expérience client, on va un peu plus loin que l'expérience sportive. On va sur avant, pendant la pratique et après la pratique. Et avant et après, le moniteur, il est parfois un petit peu loin de tout ça. Il n'a pas le temps, il n'a pas la disponibilité pour accompagner. Donc, on a réfléchi aussi à des logiques hospitality plus larges. Comment j'accueille, qu'est-ce que je propose avant et après. PES ?
Le PES, c'est le projet éducatif et sportif de l'UCPA. Il a été revu donc, en 2024. Et nos 4 grands piliers sont développer l'autonomie, le partage, le prendre soin de chacun. Donc ça revient à certaines choses que vous avez présentées juste avant aussi, dans le regard qu'on peut avoir auprès de l'adulte. Parce que l'adulte, ça n'est pas un enfant, mais en tout cas, il n'est pas caractérisé que d'une seule manière. Je suis bien d'accord. Et enfin, le développement de l'autonomie. Et du coup, je ne sais pas si je continue à répondre à la question, mais sur le développement de l'autonomie, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait une étude sur une autre marque de l'UCPA dans laquelle il n'y a pas d'équitation, qui s'appelle les UCPA Sport Stations. Ce sont des gros multiplex au cœur des villes. Alors, il y en a un à Bordeaux qui fait 16 000 m² avec 5 étages de sport, un golf sur le toit. Donc je vous dis, là, on sort vraiment du contexte équitation. Et on a interrogé les gens dans une étude quantitative avec du volume tous les jours après leur pratique sur leur vision. Et du coup, on a challengé ces 4 grandes questions de l'autonomie, de l'agir avec la nature, du partage. Et eux, ils nous disent que là où ils ont été le plus mal lotis, c'est quand ils ont demandé de faire de la pratique autonome, puisque c'est 70% de la pratique de ces lieux qui est autonome. Je réserve un terrain, je viens avec mes amis, mais je n'ai pas d'encadrement. Et pourtant, à la fin, quand ils évaluent, ils nous disent « j'ai été mal encadré ». Donc, c'est pour dire quand même le paradoxe de la situation. Je n'ai pas du tout envie d'être encadré. Je loue, je me sens capable de pratiquer seul. Mais pourtant, je dis, une fois l'expérience terminée, que j'ai été mal encadré. Et du coup, c'est toute la complexité, je dirais, avec le public adulte. C'est cette exigence, ces besoins d'autonomie, mais pourtant de technique. J'ai quand même envie de progresser, clairement. J'ai envie parfois d'avoir des conseils. Mais par contre, j'ai envie que ça varie et pas forcément qu'il y ait une finalité compétitive. Voilà si je peux sur ma réponse. J'avais une question pour Jean Corneloup. Vous avez donc visité 2 sites, c'est ça? Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous vous êtes inscrit? Si oui, pour quelle activité? Et sinon, pourquoi? Oui, ça marche, ouais. Disons que j'ai été contacté il y a un mois. On m'a dit « Ok, viens faire une intervention. On va t'accompagner si tu veux avoir une meilleure lecture et connaissance de ce qui se passe dans les centres équestres. Si on va te donner 2 adresses et tu vas prendre contact avec eux. » Donc je ne vais pas les citer, hein, ce n'est pas l'enjeu. Ça met du temps à les contacter, ça met du temps à ce qu'ils me répondent, ça met du temps de dire « Ok, c'est possible. Ah oui, ok, on se donne rendez-vous tel jour. » Et après, ils me répètent « Ah non, mais il y a le vétérinaire qui passe, c'est plus possible. » Voilà, bon. Ça n'a pas été simple. Puis après, l'idée, c'était de dire, tu vas pouvoir suivre une initiation et tu nous donneras un peu ce qu'il en ressort. Bon, c'était pas clair de leur part, moi non plus, et je me dis que j'ai pas le temps, c'est trop court. Donc j'ai plutôt préféré aller discuter avec eux pendant 1 heure pour voir comment ils pouvaient déjà m'apporter un certain nombre de réponses. Et la diapositive que je vous présentais donne des éléments extrêmement pertinents pour dire qu'on n'est plus dans la culture moderne, mais bien dans l'hypermodernité ou une autre intention par laquelle l'individu a envie de rentrer dans le monde équestre. Ils ont évoqué les tensions qui existent. Je donnais l'exemple justement de l'opposition entre l'habitat. Quel est l'habitat que vous voulez développer? Est-ce que c'est au niveau des box ou au contraire c'est les mettre en pleine nature? Donc on voyait que les distances étaient incroyables dans la façon dont un disait mais les box c'est génial, il faut continuer, c'est extrêmement important, etc. Il dit non, c'est la liberté, c'est mieux. Parce qu'à partir de là, la relation avec le client, avec le cavalier n'est plus du tout la même. Ils sont plus adaptés, enfin en tout cas ils sont plus bienveillants, moins agressifs, moins tendus. Enfin, il y avait totalement une opposition entre les deux. Et j'ai trouvé sympathique d'en évoquer, évidemment, dans ma présentation. Et le deuxième élément, c'est pour dire, au fond, aujourd'hui, on est en concurrence. Voilà. Et ce qui ressortait, avant, on était un centre équestre, maintenant, on est 3-4, et les tensions sont extrêmement fortes. Et j'ai peu de relations avec les autres centres, mais beaucoup plus avec des centres beaucoup plus loin, où c'est plus facile la relation. C'est pour ça que je dis qu'il y a travaillé sur les territoires de proximité pour repenser les liens entre les centres équestres, en essayant de les accompagner pour définir leur positionnement culturel qui sera différent d'un autre. Il n'y aura pas concurrence. Donc l'enjeu, c'est de repenser les territoires de proximité, de voir comment on peut y avoir matière à les embarquer non pas dans des logiques endogènes, mais des logiques, ce que j'appelle, pardon, pas des logiques exogènes, mais des logiques endogènes. On essaie d'envisager d'autres relations qui ne sont pas qu'entre centre équestre et public, mais avec le territoire, avec les différentes parties prenantes qui peuvent être aujourd'hui sollicitées. Parce que je pense que centre équestre a un rôle à jouer considérable pour participer à la vitalisation des territoires, qui ne deviennent plus des territoires qui s'inscrivent dans des logiques séparées
et tubulaire, mais qu'il faut recréer du lien entre tous ceux qui veulent participer à un projet collectif. Et j'étais en colloque il y a 2 jours sur l'école. Et donc une conférence qui a été faite, qui était passionnante, où l'école a envie de repenser la gestion de l'alimentation, des cantines. Et pour ce faire, ils développent des circuits courts, des relations avec les universités, avec les agriculteurs, avec les nutritionnistes, etc. C'est un projet de territoire qui est en train de changer complètement la manière. On ne travaille plus avec des centres d'achat pour prendre la nourriture. On n'est plus dans la modélisation par des flux, mais on essaie justement de rouvrir un autre champ des possibles pour penser à l'alimentation. Et vous, je pense, vous avez la même chose à faire dans le territoire de proximité auquel vous êtes attachés. Bon, en 2 minutes, j'aimerais dire, moi j'aimerais bien vous entendre pour savoir au fond qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai raconté. Où vous voulez vous situer. Vous êtes là évidemment dans une position d'écoute, mais moi j'aimerais tellement vous entendre et savoir où vous vous situez, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et ce que j'ai raconté ici, c'est ce qui se passe. Je n'ai pas essayé, je dirais, d'extrapoler. J'ai pris des exemples de ce que j'ai vu sur les sites pour dire qu'il y a des gens qui sont là-dedans. Mais vous êtes où? Où voulez vous situer? Où avez-vous réagi? Bon, ça m'intéresserait évidemment de vous entendre, mais ce n'est pas moi qui mène là-dedans. Alors Jean est toujours en avance, puisque les questions diverses arrivent dans quelques minutes, donc pas d'inquiétude, tout arrive. Une petite question sur... je pense qu'il pourrait y avoir peut-être un classement d'accessibilité des sports à l'UCPA. Est-ce que l'accessibilité de l'équitation est différente aujourd'hui d'il y a 10 ans, et quels sont les sports les plus facilement accessibles pour les adultes, où il y a le moins de freins? Alors, l'équitation ne viendra pas en premier sur les loisirs sportifs de l'UCPA, sur l'accessibilité. Par contre, sur la diversité des publics, on arrive quand même à accueillir énormément de... On travaille notamment sur des projets ARP avec le public handi. Donc là-dessus, il est largement développé sur, alors pas les 17 centres que l'on gère aujourd'hui, mais une bonne partie. Après, pour le plus grand nombre, c'est les centres aquatiques qui accueillent le plus grand nombre de personnes. Je ne sais pas si on prend la piscine de Mérignac, c'est 1 million depuis l'ouverture 2023, 1 million de clients qui sont passés. Donc là, le volume est très important et l'accessibilité tarifaire notamment est évidemment beaucoup plus... simplifié, j'ai envie de dire, que sur la partie équestre. Donc en fait, on a quand même 2 choses. On a l'abonné qui a les moyens, et il y a encore des gens qui ont les moyens, ça a été dit. Et puis après, il y a des publics là qui sont vraiment très très aidés. On a des financements publics sur lesquels on arrive à faire venir, même de manière gratuite, des publics sur des temps scolaires, périscolaires. Et du coup, la structure continue à vivre ainsi. Voilà, ça c'était sur la partie équitation. Et après, en développement fort, on ne peut pas dire que l'activité est partout. Les loisirs, c'est un coût, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, on n'arrive pas à toucher tout le monde. Par contre, le public adulte y est très bien représenté. Et même, on peut dire humblement qu'on a cru qu'on arriverait à avoir des enfants partout dans les sites qu'on a créés. Et finalement, il n'y a que le jeune adulte et l'adulte qui viennent parce qu'on a conçu ces centres pour des adultes. Et donc l'enfant ne s'y sent pas à sa place. Et donc on a encore à faire évoluer si on veut que tous les publics puissent venir et qu'on ait une expérience familiale. Mathias, comme le titre l'indique, autonomie, technique, en opposition, c'est un besoin... Non, autonomie, technique. Non, mais l'équation, elle est hyper dure à résoudre parce que pour proposer ces projets expérientiels, pour être capable d'individualiser, en fait, de différentialiser la prestation, même dans la prise en charge des groupes, il ne faut pas se tromper. Ça demande une compétence technique très très forte et ça doit dès maintenant être pris en compte dans la formation continue des enseignants au quotidien. Parce que c'est une capacité d'adaptation et il ne faut pas se tromper. Le public, dans l'enquête, ils disent « Ok, on veut de l'expérientiel, mais on veut de l'expérientiel où on apprend. » C'est-à-dire qu'on veut ressortir de là en connaissant mieux, en se servant mieux du cheval qu'en y entrant. Et ça, c'est un volet de transmission technique. Il va falloir leur transmettre de la technique sans qu'ils s'en aperçoivent, en fait. C'est un peu ce que tu dis quand tu dis « Ils nous demandent... il nous demande de l'autonomie, mais il nous le reproche derrière. Mais je pense qu'on est face à un public un poil schizophrène qui veut peu de contraintes, mais qui veut peu de contraintes, mais un gros capital de transmission et être capable d'en faire le bilan pratiquement séance après séance, quoi. C'est maintenant. La question.
Je ne me rappelle plus de la question et je n'ai pas compris la réponse. Et c'est maintenant. Où vous situez-vous? C'est ça, Jean, hein, c'est où vous situez-vous et avez-vous des questions? J'ai cru que tu allais prendre la parole, Sophie. D'accord, vers le café. Ici, alors, on va essayer de faire circuler le micro ou alors vous parlez très très fort. Moi, je voudrais... Ça marche. Je voudrais partager... Vous m'entendez? Oui. Oui. Je voudrais partager mon témoignage, expérience, parce que je pense que je viens de comprendre quelque chose avec la présentation de Jean. Il y a 3 ans, j'avais découvert Cheval et Diversité. Et du coup, ça m'avait inspiré pour le développement de mon entreprise. Et donc, il y a un peu plus de 2 ans, je décide de rentrer en formation. Et là est né un conflit avec mon frère avec qui j'étais associée. Donc, je pense comprendre que lui, il voulait rester dans quelque chose de moderne et moi, plus de post-moderne. Et donc, j'ai fait le choix de rentrer en formation. Et j'en suis ravie, surtout quand j'entends vos conclusions, parce que je pense que je me suis mis en mouvement dans une démarche au niveau de la société qui correspond et qui me correspond aussi. Donc, je tiens à remercier Carole, qui est la responsable de formation, parce que voilà, quand j'entends le contenu de vos rapports, ça confirme, en tout cas, que moi, j'ai trouvé ma voie et mon choix par rapport à ça. Voilà. D'accord. Question, où vous situez-vous? Ou question à un des 3 intervenants ici. Alors, surtout, question, s'il vous plaît, courte pour qu'on puisse faire participer beaucoup de gens. Alors, c'est pas une question, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est juste un témoignage de dire que où on se situe. Après tout, c'est la réponse à la vôtre. Nous, on se situe vraiment entre les deux, mais pas par... c'est pas le hasard qu'a voulu ça. C'est Entre les deux, quoi? Entre l'ancien et le moderne et le futur, on va dire. Hein. En résumé, quoi, en simplifiant. Oui, aussi. Et en fait, on s'est retrouvés à faire cette transition simplement parce qu'on a fait que répondre à la demande. C'est-à-dire que la structure, elle est très, très, très récente. On va dire le bâtiment est sorti de terre il y a 4 ans. Donc, vraiment, il est sorti d'un hectare de terre cultivée. Et en fait, on a passé notre temps à répondre à la demande et à faire du sur-mesure, tout le temps. Alors, c'est compliqué parce que du coup, c'est extrêmement diversifié. Et voilà, d'ailleurs, notre collègue, et non pas concurrent, Centre-Équestre juste à côté, nous dit, il se moque un peu en disant, alors vous, à chaque client, un produit. N'empêche que du coup, on voit vers quoi on tend et j'ai envie de dire qu'on est presque l'exemple même de ce qui se fait aujourd'hui comme transition et comme modification. Et aujourd'hui, c'est quoi 50% de notre clientèle qui est adulte, du coup. Et dans quelle 50%. région? Rennes, Bretagne. Voilà, c'était juste un témoignage. Et du coup, voilà où on se situe, c'est-à-dire vraiment en pleine transition. On reparlera d'expériences assez similaires demain matin avec des choses très intéressantes qu'on a à vous présenter. Ici, Véronique. Alors, comme vous l'avez expliqué très brillamment, effectivement, il y a beaucoup d'adultes. Et les adultes, ce n'est pas un public adulte, mais plusieurs publics adultes. Et je pense que votre présentation se calque bien, effectivement, à des adultes qui sont relativement jeunes. Moi, je m'occupe beaucoup d'adultes, ce que j'appelle les seniors plus, c'est-à-dire les retraités. Les retraités qui vont de 68 à 85 ans. Et donc, dans ce cadre-là, je suis obligée d'avoir un paramètre qui est le physique, parce qu'on a tous une régression physique à un moment donné. Même si ça ne se voit pas, c'est quand même un handicap qui ne se voit pas, mais qu'il faut prendre en compte. Et à partir de ce moment-là, il va falloir effectivement adapter des séances qui soient non plus des cours, mais des séances avec une diversité très très importante. Et nous, ce que l'on a fait, par exemple, c'est qu'on a proposé 5 séances par semaine, qui sont 5 séances complètement différentes, et ils choisissent les séances qui leur conviennent. Ça peut être du travail à pied avec le cheval, ça peut être de la promenade extérieure, ça peut être un cours à thème, etc. Parce qu'il faut bien se dire que ces adultes qui sont des seniors plus, sont quand même... ils continuent à vouloir apprendre. Ce n'est pas avec des babales et puis des cerceaux qu'on va leur faire le jeu pour eux terminé. Ils viennent en plus avec un acquis et une culture, donc qu'il faut prendre en compte parce que chacun arrive avec un vécu. Donc je pense que, et je ne sais pas si vous êtes de mon avis, qu'il faut effectivement différencier l'âge des adultes
et adapter nos séances par rapport à l'âge des adultes aussi. Oui, vous ne faites que... Ça marche, oui. Vous ne faites que confirmer mon propos, et j'en suis fort aise évidemment, parce que je pense que demain, vous devez essayer soit de vous inscrire dans une continuité de la forme moderne, c'est-à-dire qualifier d'une manière plus subtile les catégories dans lesquelles vous voulez vous inscrire, et c'est déjà pas mal. Donc on reste simplement là dans des grandes dimensions pour dire les jeunes adultes, voilà comme ils sont, les jeunes seniors comme ils sont, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut entrer dans d'autres, je appelle ça d'autres méthodologies, dans des approches qui sont plus simplement ancrées dans des approches quantitatives, statistiques, etc., des approches plus ethnographiques, pour entrer dans le détail des façons dont chaque public aujourd'hui peut être saisi dans les relations qu'il va avoir avec ce moniteur-là, qui n'est pas un autre moniteur, avec un centre caisse qui est caractérisé par certaines manières de penser la direction et la gestion de son centre. Et donc il y a plein de subtilités qui méritent d'être entendues. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mise en place d'approches plutôt ethno-marketing ou ethno-managériales pour avoir plus, je dirais, d'attention à la considération pour la recherche qui qualifie le bien-être, c'est le détail des choses. Donc le détail, ce n'est pas secondaire aujourd'hui. C'est justement ce qui donne la possibilité de pouvoir être écouté et d'être ancré dans un climat social qui fait en sorte qu'on a envie de participer à un moment sympathique. Et dans ces éléments sur lesquels les gens accordent de l'importance, c'est justement de pouvoir être dans ce que l'on appelle non pas la capacité, mais la capabilité. C'est une notion qui est fondamentale, parce que quand vous êtes dans la capacité, l'adulte devient aussi acteur. Il n'est pas que celui qui apprend une capacité à faire ça. Non, il veut être aussi impliqué dedans. Donc il faut qu'il puisse aussi évoquer ce qu'il est et là où il veut aller. Donc c'est la notion de projet qui est impliqué, qui devient fondamentale et qui ouvre justement une autre manière de le considérer non pas comme un client, mais celui qui veut être coacteur avec vous dans la manière de concevoir un projet dans une optique qu'on appelle personnalisée. Donc c'est le marketing personnalisé fondamental comme le marketing relationnel, parce que les adultes, ils cherchent quand même du bien-être, de la rencontre, de l'échange. Donc c'est aussi ces éléments-là que vous devez cultiver pour penser que le moniteur ou je dirais, le prestataire doit accorder beaucoup de temps à la relation, à la médiation, à l'échange, qui essaie d'avoir une autre culture qui n'est pas celle qu'on a transmise dans les cultures fédérales. Mais je ne parle pas que de l'équitation, c'est l'approche globale, la manière dont Jeunesse Espoir a pensé les formations, très techniques, très sportives. Donc une autre culture à développer qui prend, je dirais, de plus en plus important de la santé mentale, etc. Mais on reste encore ancré bien souvent dans l'historicité, je dirais, du patrimoine des formations posées par Jeunesse et Sport, les cadres, etc. Il y a des changements qui apparaissent, et tant mieux, parce que le moniteur n'est plus qu'un moniteur. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai catégorisé ça. Il y a 3 types de culture. La culture du monitorat qui est classique, on vient pour former les gens, pour devenir des sportifs aguerris, etc. La logique du marketeur, qui est arrivé récemment aux années 80. Et l'enjeu, c'est dans l'expérience. Et on développe fortement cela. Et le troisième moniteur, enfin le troisième professionnel, c'est ce que j'appelle l'éco-développeur. Il n'a pas du tout la même manière d'en voir le rapport aux activités, à ce qu'il prend de l'important. Pour ça, la notion d'expérience, vous devez comprendre ce que c'est que l'expérience. Dans l'expérience, ce qui est important, c'est la subjectivité de la personne qu'on considère comme étant intégrée dans la manière dont on va les faire. Lorsque la subjectivité, l'individu n'est pas spectateur, n'est pas en dehors, celui à qui on va transmettre quelque chose, mais il rentre dans la scène. Il devient figurant. Il a envie d'être dans des ambiances où il peut être aussi, je dirais, invité à jouir, s'exprimer, raconter ses histoires et embarquer dans des petits scénarios qui fait que le marketeur devient un animateur des lieux. Et la notion d'animation devient fondamentale, vous devez faire en sorte que ça se développe. Mais la critique de ce monde-là, c'est qu'il s'inscrit essentiellement dans ce qui provoque de l'émotion, de la sensation, de l'émerveillement et, je dirais, de l'exubérance. C'est pour ça que je critique, si c'est dans l'air du temps, je critique l'expérientiel parce que c'est un faux ami. C'est fondamental d'y aller, mais il faut en sortir parce que l'enjeu, ce n'est pas que cela. Donc si je prends l'exemple de canyon, entre guillemets, il y a le moniteur qui va faire une balade, etc., et il m'apprend les techniques. Le deuxième, c'est le marketeur. Le marketeur, ce qu'il incite, c'est faire des rotations parce qu'il gère des flux. Et donc, il prend des balades de 2 heures en canyon et on enchaîne et on s'éclate, on s'amuse. Le troisième, c'est de dire non, moi, je ne veux plus rentrer là-dedans, je suis un éco-développeur. Donc, je vais passer une journée avec eux, prendre le temps d'échanger, de raconter leurs histoires, de réfléchir sur le patrimoine dans lequel on est. Ils changent complètement sa regard et ils vont sortir la culture de l'expérience parce qu'ils considèrent que ça ne suffit pas à répondre aujourd'hui aux enjeux du monde contemporain. Et je crois que vous avez aussi à réfléchir. Est-ce que vous êtes dans l'expérience? Et si on ne veut pas être dans l'expérience, il faut être dans une notion que j'ai développée il y a un certain temps, c'est l'habitabilité. Et le fondamental, c'est comment on habite les lieux et comment on fait en sorte que les gens ont envie de participer à l'ancrage, je dirais, dans un centre équestre
et dans la façon de pouvoir, je dirais, être aussi, je dirais, engagé dans les multiples dimensions qui constituent que le centre équestre. C'est pas seulement la dimension technique et sportive, mais aussi une relation globale avec plein de dimensions écologiques, sociales, culturelles, et qui embrasse d'autres partenariats avec lesquels vous voulez vous développer. Et c'est ça l'enjeu de l'habitabilité, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de travaux qu'on a fait là-dessus, parce qu'il y a matière à donner de l'importance aux dimensions écologiques, et l'écologique, ça ne va pas de soi, le social et culturel, avec derrière une intention d'être engagé politiquement pour contribuer à une transition dans laquelle vous devez aussi réfléchir. Et dernière chose, j'aimerais dire, je suis désolé, parmi vous, vous êtes quand même beaucoup de personnes qui sont issues du monde de la féminité. Je crois que l'écoféminité est dans l'air du temps, et je crois que vous avez un rôle important pour sortir de la domination masculine dans laquelle vous êtes engagé depuis bien des temps dans le centre équestre. Et je crois qu'il faudra aussi y aller pour bien d'entre vous. Merci. Merci. Alors, il y a une chose qui m'étonne, on n'a pas du tout parlé coûts, on n'a pas du tout parlé tarifs. Donc, Mathias, s'il te plaît. Ah, j'ai déjà le. Non, mais deux sujets sur le tarif, parce que bien entendu, la question a été posée au travers de l'enquête et tout ça paraît bien joli, mais avec une mise en œuvre importante et sans doute des coûts. Le coût mensuel qu'un non-pratiquant est prêt à positionner pour un mois, c'est 100 €. C'est un peu supérieur à ce que c'était en 2016. Mais ça n'a pas suivi l'inflation. Mais bon, 100 €. Et après, il y a une vraie, ce qui est important à prendre en considération, c'est qu'il y a une vraie différenciation entre le tarif que les gens sont prêts à mettre pour une première prestation et le tarif qu'ils sont prêts à mettre qui augmente significativement à partir du moment où on les inscrit en fait dans une logique de pratique. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut répéter la séance hebdo, mais en tout cas dans une pratique régulière ou en tout cas dans un projet. Si je veux bien répondre, c'est une question fondamentale du coût. Donc quand vous parlez de coût, il y a toujours ce qu'on appelle un coût marginal du coût, des finances qu'on est prêt à mettre. Ce coût marginal, il dépend du capital culturel qui est propre à une forme culturelle. Plus le capital culturel d'une forme culturelle est fort, plus vous pouvez amplifier la prestation et la valeur économique du produit. C'est fondamental. Ce n'est pas le marché qui donne la valeur des biens, c'est la puissance du capital culturel qui donne, vous voulez y aller parce que c'est extraordinaire d'y aller. Si vous allez à Ibiza, vous y allez parce qu'il y a une force culturelle dionysiaque qui vous a envie d'y aller. Vous allez à Chamonix, vous y allez parce qu'il y a un capital culturel issu de la grande montagne. Donc plus le capital culturel est fort, plus le bien marchand amplifie sa valeur. Et vous devez travailler votre capital culturel, ce qui fait que les gens vont venir chez vous non pas parce que c'est pas cher, ils vont venir parce qu'ils vont pouvoir ici développer un bien-être attaché à l'élaboration d'un style de vie dans lequel ils ont envie d'aller. Donc travailler votre capital culturel, c'est d'amplifier la cohérence de la chaîne culturelle qu'ils vont y aller. Bon, je ne veux pas donner l'exemple des deux centres équestres parce qu'il y en a un qui avait une petite chaîne culturelle de la valeur qui faisait qu'il a perdu beaucoup de clients. Je crois 200 clients il a perdu en 10 ans, c'est énorme. Alors que l'autre a progressé, qui est plutôt encore dans la modernité, lui. Mais il a une chaîne culturelle extrêmement forte qui fait que ses prix, il peut en continuer à augmenter parce qu'il est cohérent dans sa démarche.